Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Regardez ces énormes griffes et ces pattes incroyables. Elles appartiennent à une créature immense qui s'appelle le babre, le tigre de Sibérie. C'est l'emblème d'ici, de la ville d'Irkoutsk et de sa région. Irkoutsk qui est aussi connu pour être une escale très populaire du mythique transsibérien qui va de Moscou à Vladivostok sur 9200 km et qui traverse 8 fuseaux horaires. Le transsibérien que nous allons emprunter, ainsi que le transmongolien qui permet d'aller vers la Mongolie, comme son nom l'indique. C'est là d'ailleurs que nous avons rencontré quelques Bretons. Allez, en attendant, petite visite d'Irkoutsk, du lac Baïkal, tout à côté, un incontournable. Et comme on dit, ceux qui m'aiment prendront le train. Notre périple commence là où s'achève celui de Michel Strogoff dans le roman éponyme de Jules Verne, à Irkoutsk, un nom furieusement russe, empreint d'imaginaire, que la capitale de la Sibérie orientale doit à la rivière Irkout, un affluent de l'Angara au bord duquel elle fut fondée au XVIIe siècle. Réputée pour ses maisons en bois, la plupart restaurées et reconstruites, Irkoutsk fut créé par des Cosaques, ces militaires envoyés par le tsar pour explorer la région et soumettre l'ethnie mongole des Bouriates. Grâce à eux, la ville devint rapidement un important centre marchand où transitaient l'or, l'ivoire et la fourrure. Après les Cosaques, près de 2 siècles plus tard, ce sont les décembristes, des aristocrates révolutionnaires qui furent envoyés ici par le tsar, ou plutôt exilés, comme nous l'explique notre guide Anna, devant cette maison bleue. Nous sommes devant la maison des décembristes, autrement dit le musée. Alors cette maison, elle appartenait à une famille très aristocratique russe. Le nom de cette famille, ce sont des princes Volkonsky. Du coup, aujourd'hui, les descendants habitent la France. Bon, alors les décembristes, c'était les aristocrates russes qui vivaient au début du 19e siècle, qui étaient presque tous les participants de la guerre contre Napoléon. Et ils sont rentrés en Russie en étant pleins d'idées de réformer la Russie d'après la manière française. C'était surtout la Révolution française qui les a inspirés. Alors ils ont essayé de faire une révolte. Alors la révolte s'est passée le 14 décembre 1825. Alors voilà, la révolte a été écrasée bien sûr. Et la punition du tsar, c'était il a exécuté 5 chefs et les autres, ils étaient environ 120 personnes, se sont fait exiler en Sibérie. Leur exil a duré 30 ans, dont 13 ans de bagne. Puis les conditions se sont assouplies, améliorées pour ces aristocrates. Quoi qu'il en soit, sur les 120 exilés, seuls 11 ont vu leurs épouses les rejoindre dans cette région reculée, froide et hostile. Parmi elles, 3 Françaises. C'est un peu grâce à elles qu'Irkoutsk a changé. Irkoutsk, dans ce cas-là, il a beaucoup gagné parce qu'avant, c'était une ville des marchands, des bagnards, des Cosaques. Et grâce à eux, c'est devenu la capitale de la Sibérie orientale, la capitale culturelle, à tel point développée que notre grand écrivain Anton Tchekhov, au bout d'un moment, a comparé notre ville avec Paris. Il a dit Irkoutsk, c'est le Paris de la Sibérie. Un petit Paris qui devint moins enclavé grâce à l'arrivée du transsibérien. Ce projet pharaonique fut initié par Alexandre III, dont les Parisiens connaissent bien le pont et dont les 600 000 habitants d'Irkoutsk connaissent bien, eux, la statue. Alexandre III fut d'ailleurs le seul tsar à s'être jamais rendu en Sibérie. Mais pas en train, car la construction de la voie ferrée mythique ne fut achevée qu'au tout début du XXe siècle. La ligne qui relie Moscou à Vladivostok dessert près de 1000 gares,
dont la jolie gare pastel d'Irkoutsk, la plus connue et la plus emblématique. Le train s'ébranle vers le célèbre lac Baïkal, situé à quelques 70 km d'Irkoutsk. On traverse la taïga, cette forêt dense de mélèzes, de bouleaux et de peupliers trembles, avant de s'arrêter à Taltsi, un musée en plein air. Tout un village de maisons en bois, datant du XVIIe au XIXe siècle, y a été démonté et remonté de façon très précise, offrant aux visiteurs une plongée au cœur de la Sibérie pré-soviétique, celle des tsars et des cosaques. Le Baïkal se découvre enfin. Le lac le plus vieux et le plus profond du monde, avec plus de 1600 mètres de profondeur. Il est l'un des plus transparents aussi, un réservoir d'eau douce très pure, mais aujourd'hui menacé de pollution. Ce musée permet de le découvrir en s'immergeant dans ses profondeurs. On y voit des phoques, très gras ici, car l'eau y est très froide, et des poissons, tels que l'esturgeon, réputé pour son caviar, et le moule, le poisson roi du Baïkal. D'ailleurs, une visite du Baïkal ne serait pas complète sans avoir goûté à cette spécialité, à déguster de préférence après l'avoir acheté au marché, tout juste fumé et cuit sur place. Ensuite, rien de tel qu'embarquer sur un ancien bateau de pêche pour apprécier au mieux l'atmosphère qui se dégage de ce lac mythique et mystique, au lieu du chamanisme bouriate. Les bouriates qui le surnomment la mer sacrée. Nous continuons de filer vers l'est. Et bientôt, Ulan-Ude est en vue. Elle est la capitale de la République de la Bouriatie, l'une des 22 républiques de la Fédération russe. Elle compte quelques 70% de Russes et 25% de Bouriates. Une ethnie mongole totalement russifiée, adepte de chansons russes traditionnelles aussi bien que de musique beaucoup plus moderne, avec des relents de nostalgie soviétique. Fondée en 1666, cette ville qui vient de fêter ses 350 ans est surtout connue pour abriter la plus grande tête de Lénine au monde, érigée en 1971 pour le centenaire de sa naissance. Les emblèmes communistes sont nombreux ici et se mêlent souvent à une architecture plus bouddhiste, comme ici cette étoile rouge qui orne cette pointe en forme de stupa, au sommet du théâtre d'opéra et de ballet. Notre guide, Valentina, est elle-même à l'image de ce syncrétisme. Née en URSS, elle parle le russe et non le bouriate, mais sa spiritualité est bouddhiste. Elle nous montre le Datsan Ivolginsk, un temple bouddhique situé à une vingtaine de kilomètres d'Ulan-Ude. Construit au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il était à l'époque le seul centre spirituel du RSS. Et il renferme un miracle, tout au moins une curiosité. Nous sommes juste devant le temple du lama Dashidajo Tigilov, dont le corps incorruptible gît depuis 2002. C'est-à-dire qu'en 1927, il a été parti dans le nirvana, ou comme on dit, il a décédé. Avant de partir dans le nirvana, dans son temple, il a dit à ses moines qu'il allait partir dans le nirvana dans 8 jours à peu près, et qu'il fallait le enterrer ensuite, et puis il fallait le remonter quelque temps après. En 2002, définitivement, on l'a exhumé et l'a fait transporter dans le Datsan Ivolginsky. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir sa bénédiction, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui font la queue pour regarder et voir Dashidajo Tigilov. Notre visite se poursuit dans les vallées de la Selenga et de la Bargouzine.
Deux jolis noms pour ces vallées spirituellement habitées, à l'image du Baïkal, avec leurs sanctuaires religieux, leurs drapeaux de la chance bouddhiste et leurs rubans multicolores chamaniques. Après de nombreuses années de violente répression communiste, traditions et religions se redéploient avec ferveur ici, qu'elles soient bouddhistes, animistes ou orthodoxes. C'est le cas des vieux croyants, des chrétiens orthodoxes qui se sont séparés de l'Église de Russie par le schisme de 1666. Persécutés sous les tsars, puis opprimés sous les soviets, cette communauté a trouvé refuge dans ces maisonnettes colorées au cœur de la Sibérie. Une terre d'exil décidément pour beaucoup. Le pope des vieux croyants nous explique en quoi sa religion est différente de celle de l'Église orthodoxe russe. Il y a beaucoup de différences. Premièrement, ce sont les rituels. Et puis, deuxièmement, ce sont les dogmes. C'est pourquoi il est difficile d'expliquer tout ça. Jusqu'à présent, nous signons avec 2 doigts. Et notre croix est à 8 points. Le prêtre est habillé très modestement, en noir. Et il doit avoir une barbe. Nous gardons la religion que le prince Vladimir a apportée en Russie. Nous remontons dans le train, mais il s'agit cette fois du transmongolien, qui relie Moscou à Pékin en passant par Oulan-Bator, notre prochain arrêt. Culminant à 1300 mètres d'altitude, la capitale de la Mongolie offre une physionomie bien différente de sa cousine sibérienne. Alors qu'Oulan-Oudé semble quelque peu figé dans son passé bolchevique, Oulan-Bator, qui signifie pourtant littéralement « héros rouge » en hommage au communisme, Oulan-Bator apparaît résolument tourné vers la modernité et l'avenir. On sent ici que la Chine est à côté et l'Occident pas très loin. Le dynamisme de la Mongolie a été porté ces dernières années par la découverte et l'exploitation d'énormes richesses minières. Or, cuivre, charbon et uranium. Un dynamisme porté également par une population jeune. Les 2/3 ont moins de 30 ans. Et de plus en plus sédentarisés. 40% restant des nomades. Concentrant la moitié des 3 millions d'habitants que compte ce pays 3 fois plus grand que la France, Hubei, comme on la surnomme ici, est à l'image de cette Mongolie en plein bouillonnement, avec ses quartiers et ses tours qui poussent à vue d'œil, à côté des yourtes, l'habitation traditionnelle de ces nomades. Elles existaient déjà au XIIe siècle, sous le grand Tchinguis Khan, fondateur du plus grand empire de tous les temps. Sa statue en bronze domine le Parlement, un immense bâtiment en marbre construit en 2006 à l'occasion du 800e anniversaire de l'Empire mongol. L'endroit s'anime tous les jours à la même heure. Cette relève de la garde, méticuleusement orchestrée, n'a été instituée qu'en 2015. Nous sommes au cœur de Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Nous sommes sur la place de Tchinguis Khan. Depuis 2013, on a nommé Tchinguis Khan. Avant 2013, c'était la place de Sukhbator. En fait, cette place, c'est au nom de notre héros national qui s'appelle Sukhbator. C'est pour ça, grâce à lui, nous on a détaché de Mandchourie à l'époque, en 1911. Et après, on a déclaré l'indépendance en 1921.
Une indépendance reconnue par la Chine qu'en 1946, date à laquelle cette place a été bâtie. Elle apparaît d'ailleurs comme un petit condensé des évolutions traversées par le pays, avec ses styles architecturaux différents, provenant d'époques différentes. L'opéra couleur saumon et la Bourse avec leur colonnade, construit dans les années 30 dans un style baroque italien. Quant à la tour Blue Sky, dans un style futuriste beaucoup plus récent, elle a été édifiée en 2009. La présence française, elle, se manifeste par quelques marques bien connues. Et il existe même ici un petit coin de Bretagne, le Triskel, le repère des Bretons d'Oulan-Bator, comme Didier Le Goff qui m'y accompagne. Cette crêperie appartient à un autre Breton, Yannick Keguiner, malheureusement absent lors de notre passage. Ce Finistérien est arrivé ici il y a 25 ans grâce à Alcatel, dont il était l'ancien directeur commercial sur l'Asie. L'équipementier était d'ailleurs la première entreprise française à s'implanter ici. Il est aussi à l'origine de l'expatriation d'un autre Breton, Patrick, qui m'a invité chez lui. Bonjour. Vous devez rentrer d'abord pour... Ah oui, le pied droit d'abord. Oui, voilà, c'est ça, le pied droit d'abord. Et toujours se saluer à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, voilà. Exact. Ce Quimpérois travaille depuis 1972 pour Alcatel, tout juste devenu Nokia. Il a vécu dans une vingtaine de pays, dont la Mongolie dans les années 90. C'est à ce moment-là qu'il y a rencontré son épouse. Quand je suis venu travailler ici, on est sorti d'un restaurant, on a été invité dans des familles mongoles. Et dans les invitations qu'on avait, on allait comment on dit, en countryside, on allait en province pour faire des pique-niques, pour rester 2-3 jours, des choses comme ça dans notre travail. Et j'ai rencontré ma femme comme ça, dans l'occasion de ces sorties. Quand on a terminé ici, donc elle a accepté de me suivre en Afrique. Car c'est en Afrique qu'il a passé l'essentiel de sa carrière. Son dernier poste, la Libye. La Libye, c'est le dernier poste, parce que je suis arrivé en 2007 en Libye, et je suis resté jusqu'à 2014, en 2 fois, parce que j'ai fait 2007-2011. 2011, il a fallu partir parce qu'il y a eu la guerre contre Kadhafi, donc on est parti en catastrophe. Et je suis revenu en 2012, on a installé la fibre optique sur des longues distances. Je suis basé ici maintenant, je suis marié ici, j'ai acheté mon appartement ici, je vis ici, quoi. Donc je vais rester ici, mais je cherche à continuer à travailler. Après 20 ans d'absence, c'est un véritable retour pour Patrick en Mongolie. Et le pays a bien changé. Quand je suis venu ici à Oulan-Bator, Peace Avenue, c'est l'avenue principale de Oulan-Bator. Il n'y avait pas un seul commerce au rez-de-chaussée. C'était que des immeubles d'habitation, style grande tour soviétique à l'époque, uniquement des habitations. La circulation, les voitures. Maintenant, on a des périodes couvertes, on a des périodes grises, on a des périodes avec la pollution. Oulan-Bator est en effet l'une des villes les plus polluées du monde, surtout l'hiver, quand il fait moins 40 degrés dehors, et que les cheminées à charbon crachent leur fumée toxique. Pourtant, on ne dirait pas avoir ce beau ciel bleu, en été ou en automne. Il y a même des activités de plein air, étonnantes à Oulan-Bator. Orhan, explique-nous un petit peu, on assiste à un spectacle un peu inhabituel pour nous occidentaux, mais pour vous qui est assez fréquent, c'est un tournoi d'archers. Il y en a plusieurs, je crois, dans l'année. Dans l'année, à peu près une 50aine de compétitions. Là, aujourd'hui, c'est une compétition de toute dernière compétition de l'année. En plus, c'est un tournoi mixte. Hein. Oui, alors pour les femmes, il y a beaucoup de règles, dont les femmes qui tirent à partir de 60 mètres. Et pour les hommes, c'est 70 mètres. Et après, il faut essayer de toucher le cible. Le point rouge, là où c'est rouge. Oui, voilà, exactement. Est-ce que tout Mongol sait tirer à l'arc? Est-ce que tu sais, toi, tirer à l'arc? Tout le Mongol, peut-être. En tout cas, moi, je sais tirer l'arc amateur. On apprend surtout les 3 compétitions, 3 jeux virils, comme tirer à l'arc et course de chevaux et la lutte. Quand j'étais petit, j'ai participé à pas mal de courses de chevaux. Donc toi, tu es plutôt un cavalier, plus qu'un archer. Plutôt cavalier qu'archer, oui.
Moi aussi, normalement. On va essayer de voir ça. À peine a-t-on quitté la capitale que l'on se retrouve assez vite dans un décor de steppes et de montagnes. De grands espaces, ponctués çà et là de temples bouddhistes et de yourtes, de yaks et de chevaux bien sûr. Ces fameux chevaux mongols, petits et résistants, qui ont permis à Chengiz Khan d'étendre son empire. C'est avec plein d'images dans la tête que je vais me coucher, à la mongole. Le lendemain, nous reprenons la route, ou plutôt la piste, pour retrouver Didier. Après Oulan-Bator, c'est au fond de la steppe mongole qu'il nous a donné rendez-vous, pour nous montrer sa ferme expérimentale. Ce petit-fils de Brestois, fils de marin nantais, a beaucoup bourlingué. Marin lui-même, dès l'âge de 17 ans, il a travaillé dans la marine marchande, avant de troquer la mer pour le pain, un beau jour, en devenant boulanger. J'ai appris tout seul, au travers toute la planète, puisque je suis intervenu aussi bien aux États-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient, en toute l'Europe, et ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup, je dirais beaucoup de choses sur la boulangerie, qui m'ont ensuite servi lorsque je suis venu un petit peu à mon compte ici, en Mongolie. Je me suis servi de toute cette expérience acquise depuis des dizaines d'années, que je mets aujourd'hui à profit, je dirais, des entreprises mongoles et du marché. Et c'est ainsi que depuis 2008, il installe et conseille des sociétés du secteur en Mongolie. Et ce n'est pas tout. Outre la boulangerie, il s'est lancé en 2011 dans la fromagerie. Une nouvelle aventure qui est née d'un constat. Pourquoi la fromagerie? Eh bien, la fromagerie résulte d'une constatation que j'ai faite au cours de mes nombreux voyages au travers de la Mongolie. C'est que la Mongolie était un pays où il y avait énormément de cheptels, des troupeaux importants, à peu près 3 millions de vaches, 50 à 60 millions de chèvres, de moutons, sans compter yaks et chameaux et autres animaux. Et c'était un pays, en 2008, qui importait 95% de son lait. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte très vite que le problème était en fait la collecte. Et là, la Mongolie, avec ses problèmes de route, où il n'y a pas de route, il n'y a que des pistes, vous avez pu le constater, transporter du lait dans ces conditions-là, c'est impensable. Et donc, la conclusion qui est venue très vite, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec du lait quand on ne sait pas quoi en faire? On fait du fromage. Alors on a commencé avec de la tome de montagne, après on a fait un peu du cheddar, on a fait de la raclette, on a fait de l'emmental. Alors le lait vient de la vallée et on transforme journalièrement entre 500 litres et 1000 litres. Alors, ce qui correspond à une production de 50 à 100 kg de fromage par jour et ce qui représente à peu près entre 100 et 150 têtes. La prochaine étape pour Didier étant à présent d'ouvrir sa ferme au public. Mon objectif maintenant ici, c'est effectivement de transformer le site en un site le plus polyvalent possible. Et donc on a la fromagerie, on a du maraîchage, on a de l'élevage. Donc associé à ça, eh bien, je dirais, il y a le logement avec des yourtes mongoles qui permettra d'assurer à la fois l'hébergement et l'alimentation des visiteurs, soit à la journée, soit à la semaine, soit d'une manière itinérante. En somme, un concept écotouristique qu'il pourrait bien proposer à des Bretons, car il y a des points communs. L'un des points communs est le vent. C'est un pays très venteux. Hein, et l'hiver, surtout, on se croirait plutôt à Ouessant. Les embruns en moins, mais les vents sont très forts. La chose qui manque le plus, les fruits de mer. Les poissons et les fruits de mer. La mer est peut-être loin ici, mais pas les caractères, qui sont tout aussi bien trempés. C'est une population qui est restée originelle depuis longtemps, avec ses traits principaux et ses façons de faire. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de très facile parfois à vivre, puisque leur mode d'existence est très différent d'un mode occidental. Et parfois, je dirais, les deux vont en contradiction. L'une des grosses
problématique qu'il y a en Mongolie, c'est le respect des horaires, du timing, qui n'est pas du tout dans la mentalité des nomades. Quand on est nomade, on sait à peine quand on part et on ne sait jamais quand on arrive. Voilà, c'est un peu le résumé. Bon, ainsi se termine ce breton d'ailleurs en Mongolie. Après la Sibérie, la Mongolie. Et bon, on dit toujours à Rome, faisons comme les Romains. En Mongolie, faisons comme les Mongols. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Et comme on dit ici, Bayarte. Allez, on y va? Allez, go! Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.